On a vu à la fin de la vidéo précédente le théorème de lecture unique. Alors ce théorème de lecture unique, donc, on a vu qu'il permettait d'associer à une formule un arbre binaire correspondant et qui est unique. Donc on va reprendre un exemple avec la formule qu'il a. Donc c'est P ou non P implique Q. Je peux tracer l'arbre. Alors, le connecteur principal, c'est une implication, c'est cette implique. À droite, j'ai Q, et à gauche, j'ai la formule P ou non Q, donc c'est l'arbre qui est là. Alors, j'ai entouré ce qu'on va appeler les sous-formules. Vous voyez que là, j'ai une sous-formule qui est Q. C'est ici, hein. Bon, P, c'est aussi une sous-formule. Non P, c'est une sous-formule, c'est-à-dire que c'est une formule qui fait partie de la formule F. Donc je retrouve ici dans l'arbre, j'ai P, j'ai non P qui est ici, j'ai le P qui est ici aussi, qui est une sous-formule. Après, j'ai la sous-formule P ou non P, que je retrouve ici. Et enfin, j'ai la formule globale qui est ici. Donc si je réécris tout ça, l'ensemble des sous-formules de la formule F, ici, ça serait P, j'ai à nouveau P, et après non P, puis P ou non P, Q, et ensuite la formule F tout entière. Alors vous voyez que, voilà, notion de sous-formule de manière peu formelle, ça serait comme ça l'ensemble. Quand on a tracé l'arbre, eh bien, à chaque nœud, on fait un rond, et puis on englobe une formule finalement qui est une sous-formule de la formule globale. Bon, quand on fait ça, malgré tout, il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est qu'on peut retrouver plusieurs fois la même formule. Par exemple, P, là, on le retrouve deux fois, on aurait pu très bien le retrouver encore ici. Donc, je vais noter ici deux fois, non P, P ou non P, QF. Donc, c'est un ensemble un peu bizarre parce qu'il y a deux fois la même chose. C'est-à-dire que c'est un ensemble dans lequel on peut répéter un élément. Alors ça existe, ça s'appelle un multi-ensemble. Comme les ensembles normaux, l'ordre ne compte pas. Par contre, on a le droit de répéter le même ensemble. Donc c'est ça qu'on appelle SF de F, l'ensemble des sous-formules de F. Alors comment on va faire pour modéliser ça de manière plus formelle, pour donner une définition plus formelle? Eh bien, comme d'habitude, on va procéder par induction. Puisque cette fonction, là, finalement, SF de A, hein, c'est bien une fonction qui a une formule associée. Le résultat, ça sera un ensemble de sous-formules. Cette fonction-là, je peux la définir par induction puisqu'il faut que ça marche pour tous les éléments de forme et que forme a été définie par induction. Donc, en reprenant la définition inductive, en reprenant les 5 items, eh bien, je vais pouvoir définir ma fonction. Donc, première chose, la base. Eh bien, si j'ai P qui est une lettre propositionnelle, il n'y a pas de sous-formule, à part P, qui est la formule entière, il n'y a pas de sous-formule. Idem pour bottom, on ne peut pas aller en deçà, donc c'est la seule sous-formule, c'est la formule bottom. Si A est une formule, alors que sont les sous-formules de non A? Les sous-formules de non A, ça sera la formule entière non A, c'est une formule, auquel je vais rajouter toutes les sous-formules de A. Et puis ici, A et B sont deux formules, et pour noter indistinctement le et le ou, le implique, je l'appelle étoile, puisque c'est pareil dans tous les cas, j'aurai SF de A étoile B, qui sera la formule A étoile B, auquel il faudra rajouter les sous-formules de A, et aussi les sous-formules de B. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai, ça veut dire que ma formule, si j'ai une formule par exemple de la forme non A, bon, mais l'arbre, non, là c'est le connecteur principal, donc l'arbre il sera comme ça, et ici j'aurai, en fait, quand je vais détailler, il faudra que j'écrive ici l'arbre correspondant à la formule A. Et donc, les sous-formules, ça sera toutes les sous-formules qu'on trouvera là-dedans. Donc il y en aura beaucoup, hein. Il n'y a pas que la formule A là-dedans. Et puis il y aura la formule globale non A. De la même manière, si j'ai A étoile B, hein, la formule A étoile B, elle va s'écrire, l'arbre va s'écrire étoile. Et puis d'un côté,
j'aurai A, et de l'autre côté, j'aurai B, plus exactement toutes les sous-formules de A. Hein, c'est pas vraiment A, hein, c'est toutes les sous-formules de A, et puis là, toutes les sous-formules de B. Donc c'est normal que j'obtienne bien la relation qui est là, c'est-à-dire A étoile B, union SF de A, union SF de B. Donc, quand je fais cette définition-là, eh ben, elle me définit, le résultat, ça va être un multi-ensemble. C'est bien ce que j'ai fait avec le dessin au départ. Alors pour terminer, on va voir une dernière définition, une notion de substitution. Voilà. Alors l'idée c'est quoi? C'est de, dans une formule, on voudrait remplacer chacune des lettres propositionnelles par d'autres formules. Alors, c'est pas si simple. Faudrait, si on veut le faire à la machine, par exemple, il faudrait lui dire précisément comment on fait. Et donc, là aussi, c'est toujours la même histoire. C'est par induction qu'on va le définir. Donc, on a au départ une application petit sigma qui, donc, à chaque lettre, associe une formule. Alors, le problème, c'est comment je fais pour pas que ça se mélange. C'est-à-dire que si j'ai, par exemple, si j'ai une formule qui est P et Q, et si je veux remplacer, si je dis que sigma de P, c'est Q ou non P, Q et non P, et sigma de Q, c'est P et Q, par exemple. Alors, si je remplace P par sigma de P, donc ça va faire Q et non P. Donc vous voyez que j'ai à nouveau j'ai un Q qui apparaît, et j'ai encore du P, et puis j'ai pas remplacé le sigma de Q. Donc c'est pas si simple. Hein, ça dépend de l'ordre dans lequel on remplace, donc il faut être précis. Alors la définition va permettre de lever l'ambiguïté. Tout simplement, si F, donc cas de base, hein, on commence toujours par là, si F est une lettre, eh bien il n'y a rien à faire. Si on remplace, donc F est égal à P, donc sigma de F ça sera égal à sigma de P, qu'on connaît, hein, puisqu'on a l'application qui va de prop dans for. Si F égale bottom, il n'y a rien à remplacer. Il ne reste plus que deux cas de figure. Le cas où on a un connecteur unaire, donc F égale non A, mais dans ce cas-là, sigma de F, ça sera la négation de sigma de A. Donc je définis bien ma fonction par induction, puisque j'exprime sigma de non A en fonction de sigma de A. Et enfin, si F égale A étoile B, toujours avec étoile qui est et ou implique, j'aurai sigma de F qui sera sigma de A, étoile, sigma de B. Donc là, j'ai une définition générale qui me permet de faire quelque chose de absolument strict. Il n'y a plus d'ambiguïté si j'applique rigoureusement les règles qui sont là. Bon, en fait, il y a un cas particulier qui va nous intéresser. En fait, on ne va pas avoir envie de remplacer chacune des lettres par des formules différentes. Mais ce qui va se produire, c'est que effectivement, quelquefois, on aura besoin de remplacer une lettre propositionnelle, une seule, donc par exemple la lettre P, par une formule. Ça va, vous allez voir dans la suite, ça va servir. Donc on aurait sigma, l'application sigma qui va de prop dans forme. Ça serait l'application qui a Q associe la formule C si Q égale P. Et sinon, on ne fait rien. Donc ça reste identique. Q reste Q. Donc uniquement si Q égale P, on remplace par C. Alors, la notation, au lieu de noter sigma de F, on va noter F crochet CP. Ça veut dire que je remplace toute occurrence de P par C dans la formule F. Donc là encore, j'ai une définition qui est inductive, qui est là, si j'y arrive.
Voilà. Voilà. Donc, si F est une lettre propre, eh bien j'ai grand F égale P, donc je remplace et ça va faire grand C. Si F est une lettre mais qui est différente de P, ben on ne fait rien, ça reste Q, hein, ça valait Q, ça reste Q. Bottom, ça reste bottom. Si F est égal à non A, eh bien, ça sera la négation. Hein, donc FCP comme ça sera la négation de ACP. Donc je fais exactement ce que j'ai fait dans le cas général et idem ici où j'aurai comme ça ACP étoile BCP. Alors bon, cette notation ne me paraît peut-être pas très, très simple là avec des fractions. Alors on va juste expliquer pourquoi on note ça comme ça. Bon, l'idée c'est que quand vous avez une fraction, par exemple 3, si vous multipliez par 5 tiers, eh bien les tiers ils s'en vont et ça fait 5. Donc c'est exactement comme si vous aviez à la place du 3, c'est comme si vous aviez remplacé 3 par 5. Remplacer 3 par 5, ça revient à multiplier par 5 tiers. Donc remplacer P par C, ça revient. Bon, c'est juste une notation. Hein. Voilà. Donc l'idée c'est ça. Donc quand je fais F, CP, par analogie avec cette notation-là, eh ça veut dire qu'on va remplacer chaque fois la lettre P par la formule C. C'est juste une notation. C'est une notation qui ressemble, qui utilise un peu le même ressort qu'on peut trouver dans un produit de fraction. C'est pour ça qu'on le note de la sorte. Bon, alors c'est tout concernant les aspects syntaxiques de l'ensemble forme. Donc la suite, ça sera l'aspect sémantique, puisqu'on a vu que un langage est caractérisé à la fois par sa syntaxe et par sa sémantique. Donc l'aspect sémantique, construction de phrases, de formules grammaticalement correctes. Donc ça, on l'a vu, on l'a réglé. Maintenant, on va essayer de donner du sens à nos formules, puisque le but, c'est quand même d'écrire des phrases qui ont un sens, et en particulier de passer du langage naturel dans lequel on parle tous les jours, dans le langage de la logique des propositions, de manière à être beaucoup plus rigoureux et éviter toute ambiguïté.